Vous regardez le 24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite les titres. Au sommaire de l'édition ce soir, la défense civile de Gaza annonce la mort de 28 personnes dans plusieurs frappes sionistes au cours de la nuit de samedi à dimanche matin, dont 4 enfants dans un bâtiment scolaire abritant des déplacés. À l'intensification des bombardements sionistes sur l'enclave palestinienne s'ajoute un hiver glacial qui s'installe sur Gaza. En cette saison où le thermomètre frôle les 0 degrés, de nombreux Palestiniens sont peu protégés du froid. Vous le verrez dans cette édition. L'Iran n'a pas de supplétif au Moyen-Orient et n'en a pas besoin. C'est la déclaration faite aujourd'hui par le guide suprême, l'Ayatollah Ali Khamenei. Et puis on reviendra ce soir sur ce drame qui a secoué le Nigeria. 32 personnes ont péri dans les doubles mouvements de foule survenus lors de distributions alimentaires samedi. Et enfin, dans le conflit ukrainien, l'armée russe avance sur le terrain et revendique la prise de 2 nouveaux villages dans l'Est. Le président Poutine déclare ce dimanche que la Russie est proche des principaux objectifs en Ukraine et prêt à discuter avec Israël. Bonsoir à tous. La barbarie sioniste s'intensifie sur la bande de Gaza. Depuis l'aube de ce dimanche, au moins 28 martyrs sont à déplorer, en plus de dizaines de blessés, dont une majorité de femmes et d'enfants. Selon les défenses civiles palestiniennes, les forces d'occupation ont mené plusieurs raids d'agression ciblant différentes zones de l'enclave. Au moins 13 Palestiniens, dont des enfants en bas âge, sont tombés en martyrs ce dimanche au centre de Gaza. Ce matin, ils étaient nombreux à chercher des survivants sous les décombres après une frappe sioniste sur une maison à Deir el-Balah, dans le centre de la bande. Nous cherchons les corps des enfants éparpillés. Certains corps que nous avons retrouvés étaient déchiquetés, d'autres étaient intacts. Nous continuons également de chercher les autres martyrs qui se trouvent sous la maison. Nous souffrons et traversons de graves crises, perdant chaque jour des êtres chers. Je prie Dieu pour qu'une trêve soit bientôt conclue et qu'une solution appropriée nous permette de vivre une vie décente au lieu de cette vie misérable. Nous souffrons de la guerre, des déplacements forcés et de tout ce que vous pouvez imaginer. Toutes sortes de politiques et d'armes ont été testées contre nous. Justement, à l'hôpital Al-Aqsa de Deir el-Balah, les dépouilles arrivent les unes après les autres. Encore une fois, les proches des martyrs se sont retrouvés contraints à enterrer leurs morts dans les cours de l'établissement. Les détails avec Maria Chouyer. Une grande partie de l'enclave est en ruine. Deir el-Balah, particulièrement touché ces derniers jours par les frappes sionistes incessantes, vit au rythme du deuil. Au moins 8 personnes, dont 4 enfants, sont tombés en martyrs hier soir lors des nouveaux raids sionistes visant l'école Moussa Ben Nusayr, qui accueille des milliers de déplacés palestiniens. Au soleil levant, les habitants étaient encore là, à fouiller les décombres, espérant trouver d'éventuels survivants. Les recherches pour retrouver les enfants se poursuivent. Jusqu'à présent, nous avons trouvé un enfant sur 5.
C'est un endroit sûr, tous ses habitants étaient des civils, un professeur d'université et sa femme, mon frère, un physiothérapeute et sa femme qui travaille à l'hôpital Al-Shifa ont été déplacés et sont restés avec nous. Mon cousin, sa femme et ses enfants étaient parmi les civils. L'un des fils de mon cousin, nous l'avons trouvé jeté à environ 50 mètres de la maison. Enveloppés dans des couvertures, les corps des victimes reposent sur un sol poussiéreux complètement détruit. Les proches de ces martyrs sont faciles à reconnaître. Ils ont comme point commun le visage abattu. Au milieu des gravats et des flaques de sang, ils prient et s'apprêtent à procéder à l'enterrement de leurs proches. Les gens entendent les nouvelles et essaient de se réconforter, mais sur le terrain, le massacre de civils continue et les attaques continuent de cibler les civils. Les attaques concernent et visent principalement des enfants. Tout ce que vous voyez autour de vous, tout ce dont vous êtes témoin montre la réalité de la situation. Vous le voyez de vos propres yeux. Un accord de cessez-le-feu était plus proche que jamais pour la bande de Raza, théâtre de plus de 14 mois de génocide sioniste, comme l'ont affirmé le Hamas, le Djihad islamique et le Front populaire de libération de la Palestine dans un communiqué commun. Mais sur le terrain, le génocide se poursuit sans répit. La situation reste inchangée alors que le bilan humain à Raza ne cesse de s'alourdir. Et au nord, l'hôpital Kamal Adwan a été une énième fois pris d'assaut par les forces sionistes. Au moins 3 Palestiniens sont tombés en martyrs dans un bombardement environnant l'établissement, alors que ce dernier était visé par des tirs de sniper causant des dégâts considérables, dont la destruction des générateurs électriques. Le camp de déplacés de Nusayrat au centre de la bande une nouvelle fois pris pour cible par les bombardements des forces d'occupation sionistes. Bilan au moins 2 martyrs et un certain nombre de blessés. Le camp voisin de Boureij a également été ciblé ce dimanche par les bombardements sionistes. Au moins 2 Palestiniens sont tombés en martyrs et une dizaine ont été grièvement blessés. Au 443e jour de génocide sioniste sur la bande de Raza, le nombre de morts ne fait qu'augmenter. Le bilan s'est alourdi ce dimanche à 45 259 martyrs et 107 627 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Selon les autorités palestiniennes de la santé, un certain nombre de victimes se trouvent toujours sous les décombres et sur les routes. Impossible pour la défense civile de les atteindre par manque de moyens. Et en parlant de manque de moyens, le ministère palestinien de la Santé a lancé un appel urgent pour des fournitures médicales et alimentaires à l'hôpital Kamal Adwan de Beit Lahia au nord de la bande assiégée, en faisant état de tirs continus et de bombardements sionistes qui durent depuis samedi près du complexe médical. Le porte-parole de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés en Palestine a déclaré que la cessation par la Suède de son financement à l'agence aura de terribles répercussions, en plus d'un impact significatif sur le secteur de l'éducation. Selon l'UNRWA, l'urgence est réelle et les conditions de vie dans la bande de Raza sont extrêmement dangereuses en raison de la propagation des maladies et de l'insalubrité. On en parlait tout à l'heure en titre, c'est la période de l'année la plus appréhendée par les Palestiniens de Raza. L'hiver frappe la bande de plein fouet, difficile pour les déplacés de se protéger du froid. Au milieu des débris, certains se sont construits des bâtisses de fortune, mais sans isolation et sans vêtements chauds, très peu pourront affronter la saison. Madame Zinzitouni.
Un deuxième hiver en plein génocide. Des centaines de milliers de déplacés palestiniens vivent aujourd'hui dans des conditions dramatiques. Ils luttent pour survivre face aux bombardements, à la famine et à la soif. Et le froid de la saison s'ajoute à l'horreur de leur quotidien. Les tentes sont leur seul refuge, même si celles-ci restent inconfortables. Nous entrons dans la tente à l'heure de l'appel de la prière du Maghreb et nous ne sortons pas après cela car, comme vous le savez, le froid à l'extérieur est très rude et sévère. C'est pourquoi nous restons à l'intérieur de la tente. Nous souffrons du froid, surtout après minuit. J'ai mal et même ma fille de 7 ans pleure la nuit à cause du froid intense. Ces déplacés palestiniens qui manquent de tout, notamment de couverture et de vêtements chauds, ainsi que de bois pour faire du feu. Selon les travailleurs humanitaires et les habitants, les tentes et les bâches rafistolées dans lesquelles vivent ces familles sont de plus en plus usées au fil des mois d'utilisation intensive. Pas de vêtements convenables, pas de chaussettes, rien. Nos couvertures sont très fines, elles ne nous réchauffent jamais. Nous sentons l'humidité du sol et le froid nous tue. Nous nous réveillons le matin en ayant froid. Savez-vous ce que signifie geler? Nous grelottons de froid. Même si nous voulons allumer un feu, pourrions-nous l'allumer dans un espace clos comme celui-ci, à l'intérieur d'une tente? Même à l'extérieur de la tente où il fait froid, nous avons peur à cause des avions d'occupation. Plus d'un accident s'est produit et plusieurs tentes ont été touchées par les incendies. Nous souffrons donc de ce problème et nous nous réjouissons lorsque le matin arrive, car nous souffrons d'un froid extrême la nuit. Les Nations Unies ont mis en garde contre la situation catastrophique imposée aux personnes vivant dans des abris de fortune précaires qui pourraient ne pas survivre à l'hiver. Un désarroi pour ces déplacés contraints de supporter ce froid glacial. Les agressions sionistes vont au-delà de Raza. Selon l'agence de presse palestinienne, cette année, au moins 82 Palestiniens, dont des enfants, sont tombés en martyrs dans le gouvernorat d'Al-Quds occupé et plus de 2000 ont été arrêtés et capturés par les forces d'occupation, dont un certain nombre qui n'ont plus jamais refait surface. Et comme chaque dimanche, des dizaines de colons sionistes ont une nouvelle fois pris d'assaut l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa dans la ville occupée d'Al-Quds sous la haute protection des forces d'occupation. Les colons se sont introduits en groupe dans la mosquée du côté de la porte des Maghrébins et ont effectué des rituels talmudiques. Partout dans le monde, la solidarité avec le peuple palestinien s'amplifie et ne s'estompe pas. Des milliers de personnes ont manifesté hier à New York pour protester contre la poursuite des crimes sionistes dans la bande de Gaza. Les manifestants ont d'ailleurs profité de l'une des journées de shopping les plus populaires à l'occasion des fêtes de fin d'année pour appeler les décideurs à faire arrêter le génocide sioniste contre l'enclave palestinienne. Eurovision de la chanson 2025, le Conseil de l'autorité de la radiodiffusion slovène a approuvé à l'unanimité samedi l'exclusion de l'entité sioniste du concours prévu en Suisse en mai prochain. Une décision qui vient quelques mois après que la Slovénie ait officiellement reconnu l'État de Palestine.
Situation en Syrie, les forces sionistes ont continué à opérer le long de la ligne de cessez-le-feu sur les hauteurs du Golan, et ce, malgré la prolongation de 6 mois de la mission onusienne de maintien de la paix. Dans ce contexte, le Conseil de sécurité a exprimé sa crainte que les activités militaires sionistes dans la région puissent aggraver les tensions. Le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, a rejeté l'idée selon laquelle le pays utilise des forces par procuration. Lors d'un discours public prononcé ce dimanche, Ali Khamenei a déclaré que les groupes régionaux tels que ceux du Yémen, le Hezbollah et le Hamas sont poussés à se battre en raison de leurs propres croyances et de leur propre foi. Hezbollah می‌جنگه جمهوری اسلامی نیروی نیابتی نداره. La République islamique n'a pas la force représentative. Le Yémen combat parce qu'il a la foi. Le Hezbollah combat parce que la force de la foi le pousse à se battre. Le Hamas et le djihad combattent parce que leur foi les y oblige. Ils ne nous représentent pas. Si nous voulons agir un jour, nous n'avons pas besoin d'une force par procuration. Le porte-parole militaire des Houthis du Yémen, Yahya Saree, a annoncé avoir déjoué une attaque militaire des forces américaines et britanniques sur leur territoire. Le porte-avions USS Harry S. Truman ainsi que plusieurs destroyers qui l'accompagnaient dans la mer Rouge ont été ciblés alors qu'ils commençaient leur attaque contre le pays. On passe à l'actualité africaine juste après ce jingle. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce dimanche le ministre des Relations extérieures du Cameroun, le jeune Mbella Mbella. L'audience s'est justement déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, et du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Le président Abdelmadjid Tebboune a par ailleurs présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée à des projets de loi et à des exposés concernant un projet de loi portant règlement budgétaire et à 2 projets de loi relatifs au secteur de l'éducation, et également à des exposés concernant la création de nouvelles circonscriptions administratives, en plus des partenariats dans le cadre de la loi sur les hydrocarbures. Toujours sur le continent africain, le président mozambicain Daniel Francisco Chapo a réaffirmé l'engagement de son pays à renforcer les relations historiques avec la République sahraoui, réitérant son soutien à la lutte du peuple sahraoui et à sa cause juste. Cet engagement intervient dans un message en réponse à la lettre de félicitations adressée par le président sahraoui Brahim Ghali à l'occasion de sa victoire aux élections présidentielles. Mais uma vez. Le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a par ailleurs présidé samedi une réunion de l'état-major général de l'armée populaire de libération sahraoui. La réunion avait fait le point sur le travail de combat et le niveau de développement de la capacité de combat de l'armée sahraoui au cours des 4 dernières années, faisant allusion aux pertes importantes subies par le régime du Mersenne. Et des dizaines de Marocains ont participé samedi à des manifestations exigeant la fin de la normalisation, et ce à l'occasion du 4e anniversaire de la signature des accords honteux entre le Mersenne et l'entité sioniste. Les participants aux marches organisées par le Front marocain de soutien à la Palestine ont brandi des banderoles dénonçant le génocide et le soutien occidental à l'occupation sioniste, exigeant l'abolition de la normalisation.
Et puis ce drame au Nigeria, au moins 32 personnes dont des enfants sont mortes dans 2 mouvements de foule survenus lors de la distribution alimentaire samedi au Nigeria, à l'heure où le pays connaît une importante crise économique. Une enquête a d'ailleurs été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de la bousculade selon la police locale. Injured and treated, they've been discharged. All of them? Yes. The remaining 3 on the admission. Get up now. No, she don't get where she dey, so if you just talk to her. You feel back up. Then you go inside gradually. Ils sont entrés progressivement l'un après l'autre. Puis ils ont poussé, ils ont refusé d'être disciplinés. Calmez-vous, entrez doucement. Ils ont forcé les grilles et sont entrés de force. Les gens à l'avant sont tombés, les gens derrière eux. J'étais assise ici à les regarder marcher sur eux. Ils ont amené 2 personnes ici, les ont allongées à l'intérieur. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, s'est entretenu samedi avec son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui a effectué une visite de plusieurs heures à Brazzaville. La rencontre visait à aborder des questions cruciales, notamment la situation sécuritaire dans la sous-région. L'occasion pour le président Tshisekedi de présenter la situation de l'Est de son pays et notamment l'état du processus de Luanda, une initiative de paix lancée en 2022 et soutenue par l'Union africaine visant à accélérer les efforts de stabilisation régionale. Le passage du cyclone Chido au Mozambique a fait au moins 94 morts, selon un nouveau bilan diffusé ce dimanche par l'Institut de gestion des risques et désastres du pays. Pour rappel, près de 500 blessés ont également été dénombrés après le passage du cyclone, dont des rafales de vent qui ont atteint 260 km/h. Le cyclone Chido qui a également en partie détruit Mayotte. Des pompiers et des sauveteurs ont installé ce dimanche un hôpital de campagne à Mamoudzou, capable de prendre en charge la quasi-totalité des pathologies qu'on peut retrouver dans un hôpital classique afin de venir en aide à tous les sinistrés de l'archipel français. Cet hôpital-là permet de prendre en charge environ une centaine de patients par jour, de faire 5 à 7 blocs opératoires par jour aussi. Et là, l'objectif de notre mission, c'est au vu de l'impact qu'a eu le cyclone sur le CH, de prendre une partie de leur flux pour leur permettre, eux, de récupérer et surtout de pouvoir reconstruire leur hôpital qui est le seul hôpital de Mayotte. La particularité de l'hôpital de campagne, c'est qu'on a une autonomie de 15 à 20 jours où on a notre nourriture, on produit notre propre eau, on a notre énergie. Donc on n'a besoin de personne pour tourner. Et on vient ici pour venir en appui de l'hôpital local qui a été endommagé et qui aujourd'hui n'a pas tous les services qui peuvent fonctionner à 100%. Donc on est là pour qu'ils se délestent au maximum sur nous, pour qu'on puisse les aider avec notre matériel qui n'a pas été endommagé, qui sera lui à 100% de ses capacités. Et avant de poursuivre avec le reste de l'actualité, on revient au Proche-Orient où on va parler des récents développements à Gaza avec notre invité du 19h. Avec nous ce soir depuis El-Quds occupé, Amjad Chihab, professeur en sciences politiques. Bonsoir, ravi de vous avoir parmi nous. Bonsoir et merci de m'avoir. Alors Amjad Chihab, nous sommes au 443e jour de génocide sur la bande de Gaza. L'enfer dure depuis beaucoup trop longtemps pour les Palestiniens de l'enclave. Et ce qui est terrible, c'est de voir que les bombardements, le chaos et la mort sont devenus pratiquement le lot quotidien de ces civils. Oui, je n'ai pas compris votre question.
J'ai dit que ça fait 443 jours que le génocide dure sur Gaza et c'est devenu un peu le quotidien, les bombardements, la mort, la famine, c'est devenu le quotidien des Palestiniens de Gaza, n'est-ce pas? Oui, Gaza, aujourd'hui, on regarde l'enfer sur terre. La stratégie ukrainienne n'a pas changé. Occupation, technique et colonisation. Ils sont dans la phase de nettoyage. Ils ont deux projets à tuer le maximum. Le maximum, c'est un véritable carnage. Au fond de Gaza, territoire invivable. Et avec les maladies, avec la politique de famine, ils le font ça aux yeux du monde entier. D'autant plus que les femmes et les enfants sont les principales victimes de ce génocide, n'est-ce pas, Amjad Chihab? Oui, elles ont selon certains fatwas pour rabbins religieux, ils le disent clairement, même elles le disent dans leur réunion, tu peux tuer minimum 50 000 enfants pour purifier la terre. Et pour eux, tuer les enfants palestiniens, c'est une purification de la terre sainte qu'ils vont l'occuper après. Pour eux, c'est un discours religieux qui prévoit, selon les mythes antiques, selon leur prévision religieuse, il faut tuer les musulmans palestiniens. Sont des fatwas aussi pour violer les femmes. Le rabbin de l'armée de l'occupation, il a donné fatwa aux soldats de violer les femmes palestiniennes. Et le monde arabe ne bouge pas. Et Gaza a abandonné complètement la nation arabe et les armées d'occupation. Est-ce que elle profite de cette occasion et essaye de faire le maximum chaque jour? Ça a devenu l'enfer sur terre. Et ça est devenu une véritable boucherie chaque jour. Et ça fait partie de la vie quotidienne des Palestiniens. En attendant un miracle qui pourra peut-être bien potentiel, mais il y a plus d'espoir de compter sur la nation arabe et la nation islamique. Les Gazaouis, ils pensent qu'ils sont complètement abandonnés par le comité international. Oui, justement, on l'a vu tout à l'heure dans cette édition, les appels de détresse se multiplient depuis Gaza. Il y a un manque flagrant de fournitures médicales et l'acheminement des aides humanitaires, notamment depuis Rafah, reste très restreint, Amjad Chihab. Oui, mais ça fait 14 mois, on peut se répéter toujours la même chose. Il n'y a pas assez de nourriture, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de l'eau. Il y a des gens qui crèvent de faim. Et Israël, c'est Israël qui contrôle tout. La occupation, il contrôle tout et tout le monde subit aux ordres de la force d'occupation. Ça n'a rien changé. Depuis 14 mois jusqu'à aujourd'hui, ça n'a rien changé. Un monde arabe paralysé, fragile, incapable de prendre une décision collective, même dans les moyens pacifiques. Ils n'ont pas essayé même d'utiliser leur capacité pacifique de stopper ce carnage. On a fait des déclarations, des conférences, des réunions aux Nations Unies et des manifestations de droite à gauche, mais il n'y a pas de pression efficace ou de pression réelle sur l'État colonial, l'État de l'occupation, de stopper ce carnage. Et malheureusement, le carnage continue. Ce qu'on remarque, c'est que l'entité sioniste, dans son opération génocidaire, cible particulièrement les agences onusiennes, notamment l'UNRWA. Pensez-vous que face à cette impuissance, l'ONU joue sa crédibilité? Les Nations Unies, elle a perdu complètement sa crédibilité. Les Nations Unies, c'est une organisation qui n'a pas la capacité de protéger les civils en état de guerre et de protéger les enfants, protéger les femmes. Toutes ces organisations internationales que l'on voit aujourd'hui, on se rend compte que c'est des moyens entre les mains des pays occidentaux. Ils bougent juste quand il y a une décision politique et des gens qui leur financent. Pour les pays occidentaux, les
le 7 à la tête et c'est à partir de là. Et on comprend pour tout ce qui se passe, sacrifie de toutes les valeurs humanistes pour protéger Israël et pour soutenir Israël. Là on est en train d'intégrer la conception humaniste en faveur de plus fort et en faveur des intérêts économiques, stratégiques, militaires. Et c'est les Palestiniens qui paient le prix. Amjad Chihab, certaines sources médiatiques affirment que les négociations pour un cessez-le-feu à Gaza sont sur le point d'aboutir, en particulier à la veille de l'investiture du nouveau président américain Donald Trump. Qu'est-ce que vous en pensez? Pardon, je n'ai pas compris. Certaines sources médiatiques affirment que les négociations pour un cessez-le-feu sont sur le point d'aboutir, notamment à la veille de l'investiture du président américain Donald Trump. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est véridique? Déjà, il n'y a pas de négociation. Il y a des propositions de mission pour Israël et les États-Unis cherchent à l'imposer parce qu'ils traitent les Palestiniens comme une partie perdante, pas une partie égale. Et deuxième chose, il n'y a pas de négociation pour un cessez-le-feu. Il y a des négociations pour un trêve temporaire pour l'échange libérer les prisonniers entre les mains de la résistance. Surtout les 4 Israéliens qui portent la nationalité américaine, parce que M. Biden il a promis aux familles de ces soldats retenus par la résistance palestinienne d'être libérés avant son départ. Mais les messages quotidiens, le carnage qui est en train de commettre la occupation, c'est pas si important pour lui. Les 4 prisonniers qui portent la nationalité américaine, c'est la plus importante pour les otages. Il y a 2,2 millions d'otages palestiniens qui sont pris en piège par ces massacres, ce carnage, cet embargo qui continue depuis 18 ans. C'est pas si bon. Parlons à présent de la résistance palestinienne. Amjad Chihab, sur le terrain, on a enregistré une augmentation qualitative des opérations de la résistance dans plusieurs régions de la bande de Gaza assiégée. Peut-on dire, selon vous, que l'armée d'occupation n'a pas atteint ses objectifs stratégiques? Et il ne pourra jamais atteindre ses objectifs. Plus qu'il y a des massacres, plus que l'existence augmente. Plus qu'il y a des machines de guerre sous carnage, plus qu'il y a une volonté de résister. Il y a une occupation, et il ne faut pas comprendre. L'occupation, c'est égal à une résistance. Malgré leur capacité et leur supériorité militaire, et malgré que les Palestiniens sont abandonnés par leurs frères musulmans, malgré tout ça, le fait de résister n'ont jamais réussi. Depuis 80 ans, ils essayent d'éteindre la résistance palestinienne, n'ont jamais réussi. Je ne pense pas qu'ils vont jamais avoir la capacité de le faire, malgré la complicité de certains partis arabes de cette crise. Amjad Chihab, en plus des bombardements, de la famine et de l'insalubrité, une nouvelle menace frappe Gaza à présent, c'est l'hiver. Peut-on dire, selon vous, que ce deuxième hiver sera beaucoup plus destructeur que le premier? Et pourquoi? Le deuxième hiver, ça va être plus difficile. Plus difficile parce que la situation humanitaire, c'est une situation catastrophique. Et il y a beaucoup de malades qui ont besoin de soins, qui ont besoin des médicaments, ils ont besoin des hôpitaux, ils ont besoin de centres de soins. Tout est presque détruit et il risque que l'hiver aggrave plus en plus la situation humanitaire. Mais la volonté continue de régner à la bande de Gaza malgré tout qui ont subi depuis 14 ans.
Ils ont besoin surtout d'un toit sur leur tête, en prenant en compte que 90% de Raza a été complètement rasé par l'entité sioniste. La majorité des Palestiniens de Raza se retrouvent aujourd'hui sous détente. Tout à fait, mais le plus important, c'est de stopper le massacre quotidien. Il y a un carnage quotidien qui continue chaque jour. C'est ça le plus grave et le danger le plus. Et ces massacres laissent entre 50 et 100 martyrs par jour et des centaines de blessés. Le nombre de blessés, c'est imaginable par rapport au nombre des habitants de la bande de Gaza. Et c'est ça que je pense que l'histoire ne pardonnera jamais les êtres humains qui vont en regardant ces crimes en train de se mettre par la participation en regardant sans réagir. Merci beaucoup, professeur Amjad Chihab, d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir de vous avoir parmi nous. À très bientôt. Très bientôt. On passe à présent au reste de l'actualité internationale. Conflit en Ukraine. La Russie a revendiqué ce dimanche la capture de 2 villages dans l'est de l'Ukraine. Il s'agit pour Moscou d'un secteur clé qui lui permettra de contrôler toute la région de Donetsk. Le ministère russe de la Défense a également annoncé que ses forces avaient frappé un dépôt de munitions militaires ukrainien, en plus d'avoir ciblé plusieurs véhicules blindés ces dernières 24 heures. Et lors de sa conférence de presse annuelle à Moscou, le président russe Vladimir Poutine a déclaré atteindre progressivement les principaux objectifs fixés pour l'opération militaire spéciale en Ukraine, ajoutant être prêt à s'entretenir avec le président élu américain Donald Trump. D'un ton très ferme, le président russe Vladimir Poutine a également promis encore plus de destruction à l'Ukraine après une attaque de drone la veille à Kazan que Moscou a attribuée à Kiev. Вообще, после открытия ЦКАДа ситуация прилегающих к канальным дорогам и по агломерациям. В этом году также пример как раз нашей слаженной работы правительства Российской Федерации. Кто бы и как бы ни старался у нас чего-то разрушить. Quiconque tente de détruire quelque chose dans notre pays, quelle qu'en soit l'ampleur, devra faire face à des destructions encore bien plus importantes dans son propre pays et regrettera ce qu'il a essayé de faire dans notre pays. Rustam Nurgalievich, je suis sûr que vous reconstruirez tout ce qui a été récemment endommagé par nos ennemis à Kazan. Было повреждено нашими недругами и противниками вот только что в Казани. Attentat du marché de Noël de Magdebourg. L'auteur de l'attaque mortelle a été officiellement inculpé. Le suspect a été présenté samedi soir à un juge et ce dimanche, la police de la ville a indiqué dans un communiqué qu'il a été placé en détention provisoire pour 5 chefs d'accusation de meurtre, ainsi que pour plusieurs chefs d'accusation de tentative de meurtre et de lésions corporelles graves. Quatre personnes ont trouvé la mort dans le crash d'un hélicoptère dans la ville de Mugla, dans le sud-ouest de la Turquie. L'hélicoptère a chuté après avoir heurté le 4e étage d'un hôpital lors du décollage, tuant 2 pilotes, un médecin et un employé se trouvant à bord.
Les réseaux sociaux constitueraient-ils un réel danger? L'Albanie va fermer TikTok pendant au moins 1 an. L'annonce de la suspension du réseau social controversé survient moins d'1 mois après qu'un élève de 14 ans a été tué lors d'une rixe près d'une école à la suite d'un conflit sur les réseaux. Dhe ne TikTokun do ta mbyllim për 1 vit. Keni parasysh që Il faut prendre en compte que nous avons mené nos propres recherches sur la partie technologique et que nous aurons besoin de 6 à 8 semaines à partir du début de l'année prochaine et que nous fermerons l'application à tout le monde pendant 1 an. Il n'y aura plus de TikTok en République d'Albanie. En Chine, TikTok promeut la façon dont les étudiants devraient mieux étudier, comment protéger la nature, comment sont les traditions, etc. Le hooliganisme, la perversité, la violence, l'intimidation, la criminalité, les couteaux, les objets durs, les épées, les pistolets, les euros, les dollars ne sont pas vus dans TikTok en Chine. Le blocus économique des États-Unis met en péril la sécurité alimentaire de l'île de Cuba. Vendredi, ils étaient des milliers, dont des officiels, à s'être rassemblés à La Havane, exigeant que les États-Unis lèvent leur blocus et retirent le pays de la liste des États sponsors du terrorisme. Les détails, Kerim Bouaziz. Plaza anti-impérialista à La Havane vendredi. Ils étaient des milliers à avoir donné de la voix contre l'hégémonie et l'intimidation du grand voisin yankee, comme on l'appelle ici. Une hégémonie dont un des aspects sont les sanctions de plus en plus lourdes imposées par Washington, et ce depuis plus de 60 ans, menaçant même les droits humains les plus essentiels, à savoir le droit à l'alimentation. Pour l'instant, j'utilise des bœufs comme machine. Nous avons des problèmes avec les machines parce qu'il n'y a pas de carburant, pas de caoutchouc, pas de pièces détachées. Et comme je l'ai dit, comme il n'y a pas d'argent, nous utilisons de la matière organique pour lutter contre les ravageurs. Et nous n'avons pas les choses dont nous avons besoin pour prendre soin des plantations. Toutes ces limitations nous épuisent. Sous le blocus et les sanctions américaines, l'acquisition d'équipements agricoles, de pesticides et d'engrais est devenue incroyablement difficile. Au-delà de l'agriculture, l'industrie de l'élevage à Cuba est confrontée à des défis similaires, avec un accès limité à l'alimentation, aux médicaments vétérinaires et aux technologies d'élevage. Le pays a connu une chute de la production de viande, d'œufs et de lait. Dans une ferme laitière publique située à l'extérieur de La Havane, la production de lait, principalement transformée par des entreprises agroalimentaires, a été considérablement affectée par le changement climatique et également les sanctions américaines. Au cours des 20 dernières années, la production de lait par vache est passée de 15 litres par jour à seulement 6 et le nombre de vaches laitières est passé de 120 à 35. La production agricole cubaine ne suffit plus aux besoins de la population, laissant les personnes âgées et les enfants sans alimentation adéquate, ce qui a poussé des répercussions négatives sur la santé, le bien-être et les droits de l'homme du peuple cubain. Du lait infantile, quelle bonne chose. Le lait pour bébé. Dans tous les pays du monde, l'alimentation des enfants est bonne parce que le lait est leur aliment de base. Cependant, notre pays, nous traversons un grave problème. Cela n'a rien à voir avec le système ou les dirigeants. C'est un problème humaniste, vraiment humaniste, n'est-ce pas ? Selon un rapport du ministère cubain de l'Agriculture, entre août 2021 et février 2022, les sanctions et le blocus américain ont entraîné une perte de 300 millions de dollars pour seulement le secteur agricole cubain. Toute tentative des États-Unis d'utiliser Taïwan pour contenir la Chine est vouée à l'échec. Ce sont là les mots du porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Ces propos interviennent après que le gouvernement américain a annoncé samedi une aide militaire de 571,3 millions de dollars à l'île.
Et ce drame au Brésil, le bilan du terrible accident de car qui s'est produit samedi dans l'État brésilien de Minas Gerais est passé à 41 morts selon les autorités locales. Un précédent bilan avait fait état de 38 morts. Et en Inde, les équipes d'intervention en cas de catastrophe étaient à pied d'œuvre après que plusieurs personnes aient été prises au piège sous les débris d'un immeuble de plusieurs étages qui s'est effondré samedi dans l'état du Pendjab, dans le nord du pays. Et voilà, Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou bien en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur Al 24 News. Quant à moi, je vous donne rendez-vous vendredi.